Thank you. We're all here very committed to support and defend cultural diversity, and you can't have any cultural diversity without language diversity. So since we're in Paris, and since Jean-Paul Salomé is a French director, I will switch to French. Donc, depuis 250 ans, la SACD s'est un peu adaptée et a évolué. Nous sommes aujourd'hui la première société mondiale dans le domaine des droits d'auteur audiovisuels. On représente environ 60 000 autrices et auteurs très actifs dans le domaine du théâtre, de l'humour, de la composition musicale pour la scène, les scénaristes et les réalisateurs de cinéma, de séries de télévision, de séries d'animation, et depuis maintenant de nombreuses années, tous les créateurs dans le domaine du digital. Donc j'ai la chance de pouvoir dialoguer aujourd'hui avec Jean-Paul Salomé. Je le dis, il fait plus d'une trentaine d'années qu'il est actif dans la création cinématographique, titre principal comme réalisateur. C'est aussi il écrit pour partie l'essentiel de ses films, et donc on va dialoguer sur l'ensemble de son parcours. Et donc tout simplement, Jean-Paul, est-ce que tu pourrais nous rappeler ton parcours, les difficultés que tu as rencontrées et comment tu les as surmontées, et les étapes décisives de ta carrière d'auteur? Ah, vaste programme. Alors, je vais essayer d'être rapide. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. En fait, j'ai eu la chance de tourner mon premier long métrage à l'âge de 30 ans. Donc il y a maintenant 36 ans, et je suis arrivé à réaliser ce film parce qu'auparavant, d'abord c'est une passion d'enfant qui m'a obsédé depuis ma jeunesse d'être réalisateur de cinéma, et j'y suis arrivé par le biais du court-métrage principalement. Voilà, j'ai fait beaucoup de courts-métrages, un petit peu d'assistanat avec avec deux metteurs en scène très connus qui sont Claude Lelouch et Michel Deville à l'époque, et c'est un peu eux qui m'ont ensuite parrainé. Donc j'ai eu la chance de faire un premier film à l'âge de 30 ans, et puis depuis j'ai eu la chance de faire à mon rythme à peu près tous les 3 ans un film. J'ai réalisé quelques films de télévision, mais sinon principalement c'était des longs métrages de cinéma, et j'ai dû réaliser à peu près 10 films de cinéma et 3-4 films pour la télé. Voilà un peu mon parcours. Merci Jean-Paul. Je n'ai pas voulu citer toute telle filmographie, mais je voulais mentionner que pour les Français ont eu la chance de pouvoir voir ton dernier film qui a été un grand succès, l'affaire Bojarski, et je sais que vous allez tous malheureusement devoir quitter Paris et rentrer dans vos pays. Et donc bientôt, dans vos salles, à travers le monde, vous pourrez voir le dernier film de Jean-Paul. Ce matin, la compositrice, chanteuse et productrice espagnole a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué. Donc je la cite en français. « Les chansons ne sont pas un contenu, mais une expérience humaine. » Alors j'aurais envie d'ajouter une expérience humaine et aussi une vision du monde. Et je voulais savoir comment tu peux réagir à ces réflexions. Oui, moi je partage tout à fait cette déclaration. C'est vrai que j'ai eu la chance dans tous mes films d'être l'auteur des histoires, des scénarios, que j'étais toujours à la naissance du projet. Ça n'a jamais été des commandes, comme on dit, ce qui est aussi très bien, mais disons que j'ai toujours eu envie de raconter mes propres histoires, et j'ai toujours eu la chance d'avoir des histoires à raconter, enfin j'espère. Donc je suis parti de mes projets, de mes propres projets. J'ai toujours travaillé avec des scénaristes, toujours. Je n'ai pas envie de travailler seul au moment de la conception des scénarios. Et puis après, j'ai eu la chance de rencontrer des producteurs. Donc, pour revenir à la question aussi d'avant, où tu me disais les embûches ou les difficultés, oui, parce que là, j'ai l'impression de dérouler un parcours qui a été sans embûches et sans difficultés, alors qu'évidemment, il a été... La chance que j'ai eue quand même, c'est que j'ai eu la chance de commencer au début de ma carrière,
des films qui ont eu du succès. Après, tous n'ont pas eu du succès, mais disons que ça m'a mis assez rapidement le pied à l'étrier et que ça m'a donné une espèce d'assise, même financière d'ailleurs, qui m'a permis après de toujours choisir mes projets. Et puis ensuite, j'ai fait attention de rester toujours dans cette case, de ne pas avoir à accepter des choses qui ne me plaisaient pas. Voilà, j'ai eu la chance de garder cette ligne-là. Parce que j'avais envie de raconter des histoires qui me sont propres, qui me sont personnelles, et en même temps qui sont ouvertes au public. Mais les deux sont totalement compatibles. Au-delà de ton activité de cinéaste et de créateur, tu as toujours été très engagé au service de l'intérêt général de la création. Jean-Paul a été vice-président cinéma de la SACD. Tu as été près de 10 ans président d'Unifrance, qui est l'organisme qui assure la promotion des films et des séries françaises à l'étranger. Qu'est-ce que tu peux partager avec la salle de cette expérience et de ce que le fait en tant que cinéaste d'intervenir sur des sujets au-delà de la création? Je pense que d'avoir côtoyé par exemple un cinéaste comme Claude Lelouch, qui était investi lui aussi à l'époque dans l'ARP et dans des choses comme ça, qui avait créé, ça m'a donné aussi une vision où aussi moi, assez rapidement, je suis devenu coproducteur de mes films. Enfin, j'ai vu que la liberté, ça se défendait. Voilà. Ce n'était pas un acquis, que les générations de cinéastes qui nous avaient précédés s'étaient beaucoup battus. Et à un moment donné, avec les collègues de mon âge, maintenant le temps a passé, mais à l'époque, quand on était jeune cinéaste, fringant, et on avait cette volonté aussi de prendre la relève de cette génération-là et d'aller militer à l'ARP, à la SACD, à Unifrance. Voilà. Donc ça m'a appris, ça m'a conforté. C'est chaque organisme par lesquels je suis passé était très différent. L'ARP avec la volonté de défendre vraiment les réalisateurs-producteurs, la SACD les auteurs, et l'Unifrance quelque chose de plus global sur le cinéma français. Mais quand même, le lien entre tout ça, c'est quand même c'était et c'est toujours la force de l'exception culturelle en France et du système français. Voilà, qui en ce moment est quand même attaqué de toutes parts. Mais ça a quand même été la force, et je pense, moi-même et ma génération, on est le produit de ça. C'est-à-dire que si on a pu des fois passer à travers des échecs, si on a pu commencer jeune, c'est parce qu'il y avait ce système français de la diversité, de l'exception culturelle, qui nous a permis, moi et d'autres, d'autres et moi, d'exister et d'arriver à faire une carrière. Merci Jean-Paul. Et peut-être pour nos amis qui ne sont pas français ou européens, juste pour dire que ce système dit de l'exception ou de la diversité culturelle, on a réussi à le vendre au sein de l'Union européenne. Et aujourd'hui, il y a le système d'exception culturelle française, au-delà du talent des créateurs, c'est des obligations de préfinancement des œuvres de cinéma et d'audiovisuel qui sont proportionnelles au chiffre d'affaires réalisé sur le marché français. Et au fur et à mesure des différentes discussions au niveau européen, on a réussi à rendre ce système compatible avec le droit européen en faisant évoluer le droit européen et en offrant aussi à l'ensemble des États membres la faculté de mettre en place le même type de politique. Et lors de la dernière révision de la directive de services de médias audiovisuels, en fait, cette faculté a été offerte à tous les pays. À l'époque, avec la France qui l'a demandé, et 3-4 ans plus tard, il y a plus de 18 pays de l'Union qui ont imposé à toutes les plateformes de streaming des obligations de préfinancement des œuvres qui permettent en fait que vos films puissent se réaliser. Dans le contexte Juste ce que je veux dire aussi, parce que c'est important, on dit toujours la France, il y a des obligations, etc. Mais la France, c'est surtout qu'on a un public. On a un public qui va au cinéma, qui va voir tous les films du monde, qui va voir les films français, qui regarde des chaînes sur lesquelles il y a des films. On a quand même la chance d'avoir un public très fort et très présent. Je dis toujours, la meilleure défense de notre système, c'est ses succès. Et on ne peut pas dire que c'est une industrie française subventionnée à perte et pour un public qui n'existe pas. Ça, c'est faux parce qu'il y a un public. Il y a un public, il y a des salles et il y a des films.
Dans le contexte politique actuel en France, en Europe, il y a un sujet qui a toujours été important, mais qui prend une importance croissante. Et je voudrais que tu réagisses sur ce sujet, c'est celui de la liberté de création. Pour l'instant, on n'a pas. Peut-être que c'est plus dur aujourd'hui que ça ne l'a été. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'en France, on bénéficie encore d'une certaine liberté de création. Moi, j'ai jamais eu. Après, j'ai fait récemment des films un peu plus politiques, un peu plus compliqués, s'attaquant à des faits de société, etc. Dont un qui s'appelle La Syndicaliste, avec Isabelle Huppert, qui partait d'un grand scandale politique en France. Ce film s'est quand même fait. Ce film a été produit par le service public, coproduit par le service public, coproduit par une chaîne privée à l'époque, qui n'existe plus, ou différente. Mais ce film est sorti en salle, ce film a eu une très grande exposition, et ce film a la chance d'être un succès. Donc, voilà, je sais qu'il y a des cas à la marge comme ça où ça a été un peu plus compliqué pour certains cinéastes, mais jusqu'à maintenant, je pense quand même qu'on bénéficie encore d'une vraie liberté d'expression. Maintenant, je ne sais pas ce dont sera fait l'avenir, comme on dit, parce qu'il y a des partis qui clairement expriment d'abord leur remise en cause de tout le système économique, ce qui serait une sorte de censure. Et voilà, parce que l'économie, à un moment donné, ça fera une censure. Et après, le reste, on ne sait pas. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a quand même encore une certaine vraie liberté, quoi. Mmh. Et effectivement, et pour la liberté de création, ça renvoie à la fois à une liberté au moment de créer et que l'écosystème de création soit là, comme tu le mentionnais, à la fois des obligations de préfinancement, on a un établissement public en France qui est le CNC, qui préfinance le travail d'écriture, de production, de distribution et d'existence des films en salle. On a un service audiovisuel qui s'engage sur beaucoup de films. Et en fait, chacun des maillons de cette chaîne est un peu attaqué aujourd'hui. C'est un combat collectif qu'on mène avec l'ensemble de nos membres, mais c'est un vrai combat et qui nous prend un peu à revers, parce que je vois Sylvie Forbin qui, avant d'agir à l'échelle mondiale, agissait dans le champ français et européen. Mais d'habitude, on s'appuyait sur un modèle français à vendre. Et le paradoxe, c'est que maintenant, on vend ce modèle, mais on doit aussi convaincre les décideurs français que le modèle est bon. Oui. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours en tête ce souvenir. On avait eu la chance, avec des cinéastes français, de rencontrer à l'époque un grand cinéaste italien qui s'appelait Ettore Scola. Et on lui avait demandé, mais comment Berlusconi a réussi à détricoter aussi vite le cinéma italien? Il avait eu cette réponse incroyable, il nous avait dit, parce qu'on se détestait tous. Et c'est quand même assez fort, parce que ça veut dire que dans des moments comme ça, nous, cinéastes, producteurs, artistes, auteurs, on doit vraiment rester soudés, faire abstraction de nos différences, parce qu'on fait tous des films différents, on est tous dans une partie de l'industrie un peu différente, et qu'il faut quand même qu'on arrive à s'unir et à parler d'une voix, comme l'ont fait nos aînés au moment du GATT, au moment de l'exception culturelle, parce que sinon on est mort. Hein. Sinon on est mort. Donc faut être très vigilant par rapport à ça. Il y a l'opposition en face, mais il y a nous aussi par rapport à cette opposition-là. Et je pense que plus l'opposition en face va être dure, plus on a intérêt à rester soudés. C'est vrai que c'est pas toujours le principal point fort du cinéma français. Et je pense que peut-être pour conclure, parce qu'on c'est comme au César, il y a un timing et bientôt la musique va monter et on ne pourra plus parler. Mais c'est aussi l'objet de la CISAC en fait de réunir tous les pays du monde et toutes les formes de création pour qu'on a chacun des problématiques propres. On peut être amené, il y a des sujets qui sont plus importants pour le cinéma, pour la musique, pour les arts visuels, mais on a des sujets communs qui nous unissent et tous ensemble, on est plus fort que quand on est divisé. Donc je pense que ce message d'unité est un très beau message de... Et puis une dernière chose que je voulais, c'est que
on a un public en France, mais on n'a pas le public le plus intelligent du monde. On a le public qui a la chance de pouvoir choisir. Non, mais c'est vrai. Je me souviens très bien d'être allé à Bruxelles, je crois avec vous, il y a des années, expliquer pourquoi un film polonais comme Ida faisait un tel succès en France. Et c'est juste parce que quand Ida de Paslovski sortait à Paris, le film sortait dans 28 cinémas à Paris. Quand vous alliez à New York, il sortait dans un cinéma. Quand vous alliez à Berlin, il sortait dans un cinéma. Quand vous alliez à Tokyo, il sortait... Voilà. Donc, la force de notre, pas que de notre cinéma, mais de notre public et de toute la chaîne, c'est d'avoir toujours la diversité des films, qu'elles soient françaises ou étrangères. Et de fait, on a formé le public, quelque part, à ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on a eu grâce au système, grâce à tout ce que nous a été légué par le passé, par les cinéastes, les producteurs et tous ceux, le CNC, le service public, enfin tout ça. Voilà. Et les réseaux de salles arrêt essai. Oui, tout à fait. Ouais. Merci Jean-Paul et merci d'avoir... Merci. J'étais très... Merci beaucoup.